Bienvenue sur le plateau d'Euronews Soir pour un nouveau tour de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce vendredi 30 novembre. Le mouvement français des Gilets jaunes s'exporte en Belgique et en Allemagne. Une manifestation a dégénéré vendredi à Bruxelles. À Paris, les négociations avec le gouvernement sont dans l'impasse à la veille d'une nouvelle mobilisation sur les Champs-Élysées. Tension toujours très forte entre Kiev et Moscou après l'accrochage naval en mer d'Azov. L'Ukraine a décrété la fermeture totale de sa frontière avec la Russie pour tous les hommes de 16 à 60 ans. De nouvelles représailles après le déploiement très médiatisé de missiles russes en Crimée. Demain samedi, journée mondiale de lutte contre le sida. Des milliers de manifestations sont prévues pour encourager le dépistage du VIH. L'Afrique, toujours très exposée, des campagnes de tests à domicile ont été lancées dans plusieurs pays. Et une page cinéma pour clore cette édition. Roma, le dernier film en noir et blanc d'Alfonso Cuarón, de nouveau encensé, cette fois aux États-Unis. Le réalisateur mexicain désormais bien placé dans la course aux nominations pour les Oscars. À la une de l'actualité ce soir, le mouvement des Gilets jaunes qui commence donc à faire des petits en Europe. Une manifestation a dégénéré aujourd'hui à Bruxelles. En Allemagne, le mouvement prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. À Paris, c'est l'impasse après l'échec des discussions avec le Premier ministre. La vague des Gilets jaunes s'étend à Bruxelles. Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué un carrefour stratégique dans le centre-ville de la capitale belge. Une journée marquée par de nombreux incidents et des affrontements avec les forces de l'ordre. Parmi les revendications des Gilets jaunes belges, la baisse du prix des carburants et la démission du gouvernement de Charles Michel. Là, c'est plus une démocratie, on est en esclavagisme total. Là, on est des esclaves, là. En fait, on travaille pour qu'eux vivent comme des rois. Ça, c'est pas normal. En France, le mouvement ne faiblit pas et une troisième manifestation est prévue à Paris ce samedi. Près de 5000 membres des forces de l'ordre pourraient être mobilisés pour éviter les débordements de la semaine dernière sur les Champs-Élysées. L'exécutif français, de son côté, avait organisé ce vendredi une rencontre entre le Premier ministre Édouard Philippe et une délégation de Gilets jaunes. Mais le rendez-vous a viré au fiasco. Seul un représentant du mouvement s'est entretenu avec le chef du gouvernement. Entre l'Ukraine et la Russie, c'est toujours l'escalade. Malgré les appels à l'apaisement, Kiev a fermé vendredi sa frontière à tous les Russes en réponse à l'installation de Moscou de nouveaux missiles en Crimée. Une journée de tension que nous détaille Romain Gauguelin. Après avoir introduit la loi martiale dans 10 régions frontalières avec la Russie, l'Ukraine annonce limiter l'accès à son territoire aux hommes russes âgés de 16 à 60 ans. Le chef du service ukrainien des gardes frontières précise que des entrées pour raisons humanitaires pourraient être acceptées dans des cas spécialement validés par les autorités. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a condamné ce qu'elle estime être des gestes sauvages du gouvernement ukrainien. Ces tensions interviennent après l'arraisonnement dimanche par la marine russe de 3 bateaux militaires ukrainiens en mer d'Azov. Au moins une partie des 24 marins ukrainiens a depuis été transférée dans une prison de Moscou où la justice russe les poursuit pour violation des eaux territoriales. Sur le terrain, les forces armées ukrainiennes conduisent des exercices militaires à proximité de la mer d'Azov, alors que la Russie a annoncé avoir déployé en Crimée un 4e système de défense S-400. Il s'agit de la toute dernière version des missiles sol-air développés par la Russie. Cette crise navale autour de la mer d'Azov est la première confrontation militaire ouverte entre la Russie et l'Ukraine depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit armé dans l'est de l'Ukraine. À 3 jours de l'ouverture de la conférence sur le climat, la ville de Madrid s'engage à son tour à réduire le trafic routier dans son hypercentre. Pas sûr pour autant que ce type d'initiative suffise à inverser la tendance globale du réchauffement climatique. Audrey Tilve et Louise Brossolo. Un air un peu moins vicié aujourd'hui dans le centre de Madrid. Depuis jeudi minuit, la capitale espagnole met en œuvre un ambitieux plan anti-pollution. Dans la partie historique de la ville, s'étendant sur 472 hectares, le trafic routier est drastiquement limité. Seuls peuvent circuler les transports publics, les résidents, leurs invités, les voitures électriques ou hybrides, ainsi que les véhicules de livraison et les commerçants.
De quoi redonner du souffle à cette ville qui enfreint depuis des années les plafonds de pollution atmosphérique fixés par l'Union européenne. Il y a une grande attente dans la population. Évidemment, il n'y aura pas de différence notable dans les jours ou peut-être les mois qui viennent sur le niveau de pollution de la ville. Mais la ville est impatiente, qu'il s'agisse des habitants du centre ou de ceux de la métropole. Et nous espérons que cela se reflètera dans le changement des comportements, mais il faudra aussi que cela s'accompagne d'une amélioration du transport public, qui doit être complémentaire. Madrid emboîte ainsi le pas à d'autres capitales européennes comme Londres et Stockholm. D'après les calculs de la municipalité, les émissions de dioxyde d'azote seront réduites de 40%. Et si une période de transition a été consentie, elle sera de courte durée. Les premières amendes devraient tomber fin février ou début mars. Ce ne sont pas les signes d'alarme qui manquent avant la COP24. Des températures records en Europe cet été, à la fonte rapide des icebergs, un plus grand nombre de cyclones et d'ouragans plus violents, et des feux de forêt en Grèce, au Portugal ou en Californie. La tendance au réchauffement climatique sur le long terme a continué cette année. Jusqu'à présent, 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et comme les 4 dernières années ont battu tous les records, nous avons connu 4 des années les plus chaudes depuis 1850. Pour la communauté scientifique, il est urgent de mettre en œuvre l'accord de Paris. Niveau gaz à effet de serre, le monde est encore à la traîne selon un rapport de l'ONU. Les émissions ont encore augmenté et aucun signe de renversement de la tendance. Le rythme actuel de l'action internationale est insuffisant pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Les pays doivent tripler leurs efforts. L'hôte de la COP21, la Pologne, ne montre pas l'exemple. Elle est le premier producteur de charbon, un des combustibles les plus polluants, qui reste sa principale source d'énergie. Vu de l'extérieur, mettre d'accord 196 pays paraît une tâche impossible. Mais je l'accepte très humblement. La COP24 s'ouvre ce lundi à Katowice sur le site d'une ancienne mine de charbon. Avec pour défi la mise en œuvre concrète de l'accord de Paris pour tenter de garder une température globale aussi proche que possible des 1,5 degrés. L'Afrique demeure toujours l'un des continents les plus exposés au sida. Selon les dernières estimations de l'ONU, c'est dans cette région du monde que l'on compterait le plus de personnes ignorant qu'elles sont porteuses du VIH. D'où la nécessité d'intensifier le dépistage. Annelise Fantino nous présente un nouveau projet de test à domicile, désormais accessible au Rwanda. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, voici un outil qui pourrait bientôt changer les habitudes au Rwanda et sauver des vies. Un test de dépistage du VIH à réaliser chez soi. Une simple trousse avec une brosse pour prélever de la salive et lire le résultat 20 minutes plus tard. Un kit qui devrait permettre d'améliorer la prise en charge des patients. C'est un moyen de s'assurer que les personnes n'ont accès au test de dépistage du VIH. En sachant que le test est un point d'entrée pour la prévention du VIH en général, mais aussi pour les soins et le traitement de longue durée de la maladie. Les autorités rwandaises ont distribué gratuitement des kits et l'accueil semble positif dans ce pays où les malades sont souvent marginalisés et où 3% de la population est porteuse du virus. Les Rwandais ont généralement peur de se faire tester. Ils ont peur d'aller à l'hôpital. Mais j'aime beaucoup cette trousse parce que vous pouvez vous tester et connaître votre statut, votre état. Cela donnera même le courage, je pense, aux gens d'aller à l'hôpital pour en savoir plus. Le test est disponible en pharmacie moyennant 5 $, un prix que le gouvernement rwandais souhaiterait voir baisser alors que 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Le regain de violence dans la bande de Gaza a déjà fait plus de 220 morts côté palestinien ces derniers mois, sans parler des blessés. Les autorités locales en ont dénombré plus de 24 000. Or, Gaza n'a tout simplement pas les moyens de les prendre en charge. Le système de soins est déjà totalement saturé. Monica Pina à Gaza et Sandrine Delorme. Le quartier de Malaka est l'un des points chauds des manifestations de masse dans la bande de Gaza. Chaque vendredi, les Palestiniens défilent à la frontière, défiant les forces israéliennes. En 8 mois, plus de 220 personnes ont été tuées et plus de 24 000 blessés. Parmi elles, des travailleurs humanitaires et des journalistes. Nous nous sommes rendus au centre de premier secours à 1 kilomètre de la barrière et nous avons vu arriver un patient âgé de 16 ans. Il a été touché à la jambe par une balle à grande vitesse. Nous avons le cas d'une blessure ouverte avec fracture et nous ne savons pas si nous avons une lésion vasculaire ou nerveuse. Nous stabilisons le patient ici et nous l'envoyons à l'hôpital. Le jeune homme a été transféré à l'hôpital Al-Shifa. Nous l'avons rencontré le lendemain. Sa jambe a dû être amputée. J'ai participé aux manifestations tous les vendredis parce que nous sommes encerclés et assiégés. Nous devons nous soutenir mutuellement. Et nous savons que nous pouvons être blessés, mais nous devons faire des sacrifices. Les salles des hôpitaux de Gaza sont remplies de patients blessés lors des manifestations. Cet afflux massif de victimes de traumatismes asphyxie un système de santé déjà au bord de l'effondrement. Le système de santé à Gaza souffre depuis plusieurs années déjà de la fermeture imposée à la bande de Gaza, du manque chronique de médicaments et de fournitures médicales de base qui permettent de sauver des vies. Suite au nombre considérable de cas et à leur complexité, le service européen d'aide humanitaire a accru son soutien non seulement à l'aide d'urgence, mais aussi aux soins sur le long terme. Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage dans notre magazine Headzone, à voir sur Euronews et euronews.fr. Du sport maintenant et du jamais vu dans le football sud-américain, par crainte de violents affrontements entre les supporters argentins des deux équipes finalistes de la Ligue des Champions. Le match aura finalement lieu en Espagne. Retour sur un incroyable feuilleton argentin, Romain Gauguelin. La Confédération sud-américaine de football délocalise au stade Bernabéu de Madrid la finale de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors, les deux grands rivaux de Buenos Aires. Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les violences entre les supporters des deux clubs. Le match aura lieu le dimanche 9 décembre à 20h30. Je le répète, la porte est ouverte pour les fans, les amateurs de football et surtout pour ceux qui soutiennent leurs équipes. Je répète, les fans de River et Boca. La finale aurait dû avoir lieu le 24 novembre au stade monumental de River Plate, mais la rencontre a été reportée en raison de l'attaque de l'autocar transportant les joueurs de Boca Juniors quelques heures avant le début du match. La Confédération sud-américaine de football dit avoir trouvé en Espagne la neutralité nécessaire au bon déroulement de la rencontre. Et une page de cinéma avant de refermer cette édition. Roma, le dernier film d'Alfonso Cuarón, de nouveau primé jeudi soir, cette fois aux États-Unis. Le réalisateur mexicain fait face à une avalanche de commentaires dithyrambiques pour sa fresque sociale en noir et blanc. Raphaël Vivant. La vie d'une famille de classe moyenne dans le Mexico du début des années 70. Pour son nouveau film, le réalisateur Alfonso Cuarón s'est inspiré de sa propre enfance. Un récit intimiste qui a conquis les critiques. Après avoir remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise, Roma a été récompensé du prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure direction photo par la New York Film Critics Cycle, une association de critiques américains. Je n'ai jamais eu l'intention de faire de ce film une déclaration politique. C'est plus un kaléidoscope de la vie.
Avec Roma, Alfonso Cuarón figure une nouvelle fois parmi les favoris pour les Oscars, 5 ans après Gravity, qui avait remporté 7 statuettes. Le film sera disponible sur la plateforme Netflix le 13 décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. L'information continue sur notre antenne et sur notre site euronews.fr. Très bonne fin de semaine.